Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la whey, la poudre qui fait péter. Plus sérieusement, au-delà du titre provocateur, nous allons parler de la protéine whey, ses avantages, ses inconvénients, et nous allons surtout répondre à cette question fondamentale. La whey est-elle vraiment nécessaire ou est-ce juste l'un des plus gros coups marketing de notre époque ? Pour commencer, la whey n'est pas du dopage. Ce n'est ni plus ni moins qu'un macronutriment, c'est de la protéine issue d'un déchet de l'industrie laitière recyclé en poudre pour être plus facilement ingéré et surtout conservé. Et donc, on pourra faire avec cette poudre des shakers, des smoothies, des gâteaux, des barres protéinées, etc. Et nous allons parler un peu plus loin dans ce podcast des différents types de whey, la classique, la whey isolate, la whey native, la whey, on a l'impression que c'est un peu la pub, le sketch de Coluche, la lessive qui lave plus blanc que blanc. Un auditeur m'a dit « Ah, l'observateur, t'y connais rien, tu racontes n'importe quoi, la whey c'est pas un déchet de l'industrie laitière, il y a de la whey native, la pure !» qui est directement issu du lait. Oui, d'accord, très bien. Mais à la base, la whey, c'est pas ça. La whey, ça commence à la base avec un déchet de l'industrie laitière et fromagère dont on ne savait pas quoi faire. Et ensuite, on a eu les évolutions avec la whey native qui est directement issue du lait et non de ce déchet, de cette eau qui résulte de la fabrication du fromage. Et pour commencer, pour les novices, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce produit, qui ne s'intéressent pas au sport, à la musculation, etc., la whey n'est pas du dopage. Et malgré tout, beaucoup continuent à associer ce produit au dopage. Pourquoi ? Eh bien, la raison est assez simple, c'est que très tôt, le marketing de la whey a voulu s'associer au monde du bodybuilding. Et c'est l'un des premiers mensonges marketing de la whey, on va dire, c'est de faire croire que la consommation de la whey peut vous rendre gros, massif, musclé, veineux, comme un bodybuilder. Et quasiment tous les bodybuilders, tout bodybuilder qui se respecte a un jour posé avec un pot de whey. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, malgré toute la documentation qu'on a, malgré toutes les informations qu'on a, notamment sur Internet, beaucoup de gens continuent à confondre whey et produits dopants. Pour être clair, les produits dopants, c'est autre chose, c'est surtout des hormones de synthèse, c'est des hormones qui modifient votre système endocrinien, c'est pour ça qu'elles sont dangereuses. Et la plupart des bodybuilders carburent aux stéroïdes, qui sont de la testostérone de synthèse. Ils consomment aussi des hormones de croissance et même de l'insuline. Et le danger du dopage, la raison pour laquelle le dopage est dangereux, c'est que c'est irréversible. Une fois qu'on a modifié, choqué, traumatisé, déréglé notre système endocrinien, on ne peut plus faire marche arrière. Et là aussi, j'ai eu un auditeur qui m'a dit une fois « L'observateur, t'y connais rien, la testostérone, les stéroïdes, c'est pas grave. En fait, moi, je fais des cycles de relance et tout va bien. » Si je l'avais en face de moi, je lui aurais foutu des baffes. Si vous voulez, si vous avez des dogmes et des conneries que vous avez assimilées, gardez-les pour vous. Arrêtez de raconter aux autres les conneries que vous avez cru comprendre. Lorsque tu touches aux stéroïdes anabolisants, c'est un aller sans retour. Quand tu dérègles ton système endocrinien, c'est fini, c'est terminé. Tous les grands bodybuilders en parlent, notamment Dorian Yates, 6 fois d'affilée Mr. Olympia. Il parle de cette question des stéroïdes, du fait qu'à un moment, ta sécrétion naturelle de testostérone se ferme parce que ton corps, habitué à consommer de la testostérone de synthèse, donc des stéroïdes, ferme la sécrétion de testostérone. Le corps n'est pas con, c'est une machine incroyable qui a évolué sur des millions d'années pour faire ce qu'on est aujourd'hui. C'est une horloge réglée qui fonctionne et forcément, la biologie qui voit arriver cette substitution synthétique se dit mais si je reçois une dose de testostérone artificielle, pourquoi je vais continuer à en produire ? Donc le corps arrête d'en produire. Le problème, c'est qu'il ne se relance jamais. Les cycles de relance sont une connerie. Tous les bodybuilders professionnels sont sur TRT. La TRT, c'est la Testosterone Replacement Therapy, la thérapie de remplacement de testostérone. Pourquoi ? Parce que leur corps, quand ils ont arrêté le bodybuilding après leur carrière, ne s'est plus jamais remis à reproduire de la testostérone, ou du moins plus dans des quantités suffisantes pour être en bonne santé, pour un homme qui se dit en bonne santé.
Donc les petits jeunes qui se dopent dans leur salle de sport, qui pensent avoir découvert l'eau chaude, arrêtez vos conneries, arrêtez vos histoires de cycle de relance, vous allez tous crever d'un arrêt cardiaque à 50 ans. Et les bodybuilders le savent. Beaucoup de bodybuilders qui sont conscients de ce danger le savent et le disent. Ils disent, je sais que je vais crever à 50, 55 ans. Moi, ce que je veux, c'est devenir Mister Olympia et crever. Et moi, ces gens-là, je les respecte. Pourquoi? Parce que je me dis, au moins, ils sont pas dans le délire. Ils sont pas dans le délire, le cycle de relance, mon cul sur la commode. Ils savent qu'il y a un nombre phénoménal de maladies du cœur, de problèmes cardiaques qui sont liés à la consommation de stéroïdes. Ils savent qu'ils ont de grandes chances de faire un arrêt cardiaque parce que le cœur augmente de volume, parce qu'il gonfle. Les stéroïdes ne font pas uniquement gonfler les muscles, hein. Il y a les organes aussi qui se dilatent, les vaisseaux se dilatent. Il y a plein de collatéraux, de problèmes qui accompagnent cette prise de muscle excessive, anormale. Et ces mecs-là qui disent « je sais que je vais crever », je les respecte. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas dans le délire. Ils sont dans leur rêve, ils ont envie de devenir Mister Olympia, voilà, c'est leur délire. Je dis pas que je le valide, hein, c'est un suicide. Mais ils se disent « moi, je veux devenir Mister Olympia et crever, c'est le sens de ma vie ». Je respecte ces mecs-là parce qu'ils sont pas dans un dogme qui consiste à dire « je vais prendre un petit cycle de relance et tout ira bien ». Non, non, ça n'ira pas bien. Tu vas crever, mets-toi ça dans la tête. Et la liste des bodybuilders morts d'arrêt cardiaque subitement est tellement longue que je pourrais même pas la faire dans ce podcast. Faites vos recherches sur internet, il y a une quantité phénoménale de bodybuilders entre 20 et 45 ans qui sont morts subitement d'un arrêt cardiaque. Et on ne parle pas beaucoup ou pas suffisamment des morts subites des sportifs qui sont dues à leur consommation de stéroïdes. J'écoutais récemment, tel sportif est mort subitement, arrêt cardiaque, c'est à cause du vaccin. Vous êtes gentil, le vaccin ça va 2 secondes. Allez chercher plutôt du côté des stéroïdes anabolisants et des merdes qu'ils prennent à côté pour rester compétitifs. Hein, chez les cyclistes, même chez les judokas, les boxeurs, tout le monde prend de la merde, tout le monde prend une forme de merde aujourd'hui. C'est le monde du sport. Les nageurs, tu ne peux quasiment plus devenir champion sans prendre quelque chose aujourd'hui. Le monde du cyclisme, c'est peut-être celui qui a fait le plus de bruit avec les questions du dopage, mais tous les sports sont touchés. Quasiment tous les sports de haut niveau sont contaminés par cette saloperie. Et le bodybuilding, bien sûr, là c'est le summum parce qu'on dépasse les questions de stéroïdes. On prend des hormones de croissance, on prend de l'insuline. Et pour moi, le bodybuilding est mort. Il a culminé et il est mort avec Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger était aussi dopé, faut pas se faire d'illusions. Mais il était dopé avec des produits d'une excellente qualité. C'est pas légal, je dis pas que c'est bien, mais je dis qu'au moins, il se fournissait en Allemagne, en Autriche. Les stéroïdes allemands, c'était les meilleurs du marché. C'est peut-être toujours les meilleurs du marché. Alors qu'aujourd'hui, les petits jeunes vont se fournir en Thaïlande, en Chine, des produits de merde qui voyagent dans des sacs, dans des cabas, tu sais même pas ce que c'est, comment c'est fait. C'est juste pas cher. Les gamins s'injectent ça, ils sont contents parce que ça leur donne un petit pump, ça leur développe un peu les muscles. N'importe quoi. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde Schwarzenegger, sa particularité à l'époque, lorsqu'il avait remporté Monsieur Olympia, c'est qu'il était harmonieux. Schwarzenegger était beau, il avait un beau physique, il avait des muscles bien dessinés, il était bien fait en fait. Aujourd'hui, les bodybuilders, ils ont des ventres dilatés de femmes enceintes, ils sont massifs mais ils sont pas beaux. Le côté esthétique du bodybuilding a été perdu. Aujourd'hui, on a le côté massif, on a le côté veineux, mais les bodybuilders sont dégueulasses. Et la mode des ventres dilatés, t'as l'impression que c'est des femmes, des hommes enceints, musclés, qui se baladent sur les podiums de Mister Olympia. Dégueulasse, ni fait ni à faire. Et ça, il y a plusieurs théories sur le sujet, on ne sait pas vraiment ce qui provoque ça, certains disent c'est les hormones de croissance, certainement pas la testostérone ou les stéroïdes, parce que ça a peu de chances d'avoir ce type d'effet. Les ventres dilatés, faut plutôt voir du côté des hormones de croissance ou de l'insuline ou de quelque autre merde que ces gens-là consomment. Et pour les jeunes qui m'écoutent, si vous faites de la muscu, si vous voulez devenir gros, massif, pour plaire, pour choper des meufs, le physique idéal, c'est surtout pas le physique du bodybuilder.
Aucune femme n'aime ce type de physique. Le physique idéal, et c'est un auditeur qui m'a posé la question, il me dit « Qu'est-ce que tu penses du physique idéal ? C'est quoi pour toi le physique idéal si tu devais le décrire ?» Le physique idéal, pour moi, c'est Brad Pitt, mais pas n'importe quand et pas n'importe lequel. Brad Pitt dans Fight Club. Vous tapez Brad Pitt Fight Club, la scène où il est torse nu en train de se battre dans un sous-sol. Ça, c'est le physique le plus parfait que tu puisses atteindre, c'est-à-dire sec et musclé. Pas nécessairement volumineux, mais avec une bonne définition. Et c'est ça qui plaît en fait, c'est la définition musculaire, c'est pas tellement le volume. T'as des mecs qui sont volumineux, mais ils sont gras. Ils sont gras, ils ont un gros bras par exemple, mais le truc est gras. Tu fais plus la différence. Le biceps, le triceps et l'épaule, c'est une seule boule. Il n'y a pas de délimitation claire entre tout ça, tu vois. C'est une boule de graisse qui part du pec, qui s'attache à l'épaule, qui descend sur le bras. C'est une boule. Le mec, c'est la boule. Alors oui, t'es volumineux, mais putain que t'es gras. Et ça ne plaît pas. Ce qui plaît, c'est la définition musculaire, c'est la beauté du muscle qu'on arrive à voir, qu'on arrive à lire. Et ça, c'est simplement des séances normales de musculation, une discipline, une bonne alimentation qui peuvent te faire arriver à ce niveau-là. Alors, est-ce que Brad Pitt était dopé ? C'est probable. Parce qu'il faut dire qu'il était remarquablement sec et musclé. En général, vous savez que la majorité des bodybuilders ont des cycles de prise de masse et de sèche. Pourquoi ? Parce que c'est difficile d'être musclé et sec. En général, lorsqu'on prend du volume musculaire, on prend aussi de la graisse. Donc ce que font les bodybuilders, c'est qu'ils sont gras une bonne partie de l'année. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se mettent pas en débardeur. Ils sont toujours habillés une bonne partie de l'année parce qu'ils prennent de la masse. Et avant la compétition, ils commencent à sécher. Donc ils perdent tout le gras qu'ils ont cumulé pour ne laisser apparaître que le muscle. Et donc, lorsque vous les voyez secs, musclés, avec une bonne définition, etc., ça, c'est que quelques semaines ou quelques mois dans l'année. Il est impossible d'être comme ça toute l'année, sauf si t'es chargé. Si t'es chargé, si t'as pris des trucs, oui, tu peux éventuellement garder un bon physique toute l'année. Mais un homme normal, qui s'entraîne normalement, qui mange normalement, va avoir tendance à prendre un peu de gras avec son muscle, du moins s'il veut prendre beaucoup de muscles. Mais si t'as une bonne génétique, si t'es pas trop flingué, si t'as pas tendance à brûler trop de muscles et de gras, en général ça va ensemble, hein. Quand tu brûles beaucoup de gras, tu brûles beaucoup de muscles, ou si t'as pas tendance à cumuler aussi beaucoup de gras et beaucoup de muscles, si ta génétique est correcte, tu peux avoir ce physique. Le physique d'une statue grecque est un physique naturel. C'est le physique idéal, mais c'est un physique qu'on peut atteindre. Et ce physique n'a pas changé en 2500 ans. Le physique de Brad Pitt dans Fight Club, ça ressemble à une sculpture, à une statue grecque. Depuis 2500 ans, les canons de beauté, l'idéal de la beauté physique masculine n'a pas vraiment changé. Et ce n'est surtout pas le bodybuilder. Les bodybuilders qui sont entourés de gonzesses, c'est souvent parce qu'ils ont de la thune. C'est pas du tout parce qu'ils sont beaux ou parce que ils sont intéressants. En général, c'est qu'ils ont gagné Mr. Olympia. Mr. Olympia, c'est 400 000 $ quand tu gagnes, plus les sponsoring, la publicité, les bidons de whey que tu vas vendre, et tu peux très bien gagner ta vie, tu peux être millionnaire après avoir remporté Mr. Olympia si tu gères bien ta carrière. Et en général, les gonzesses qui gravitent autour de ces mecs-là aussi sont dans le monde du fitness, elles ont aussi une page Instagram, elles ont aussi des choses à vendre. Donc c'est plus par intérêt que par attirance physique. Donc je vous épargne cette peine des produits dopants et ce danger des produits dopants. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que c'est un idéal féminin, qui compensent certains de leurs complexes, certaines insécurités en essayant de devenir très volumineux, très musclés, et se dope en l'occurrence. Si ça peut vous rassurer, c'est pas du tout ce que recherchent les femmes. Si vous faites ça pour les gonzesses, vous avez tout faux. Vous avez absolument tout faux. Le physique de bodybuilder, à part la compétition, n'a absolument aucun intérêt. C'est un gâchis intégral pour votre santé et pour votre portefeuille aussi. Parce que cette merde, ça coûte cher. Et beaucoup de gens d'ailleurs mentent sur leur physique. Récemment, sur YouTube, il y a un mec qui s'appelle Liver King. Alors, c'est pas son vrai nom, vous aurez compris. Mais c'est son pseudo, Liver King, le roi du foie ou le roi des foies.
qui disait être devenu musclé, avoir développé ce physique en ne mangeant que de la viande crue. Donc il développait tout un truc marketing, bien sûr il vendait des produits, des compléments, et il expliquait que c'est comme ça que lui était devenu musclé. Et il y a eu un scandale, on a trouvé un de ses anciens emails où il passait commande pour son cycle de stéroïdes, son cycle de dopage. Donc tu voyais tous les produits sur son mail. C'est une pharmacie, le mec. C'est une pharmacie ambulante. Voilà la vérité de ces mecs-là. Voilà la vérité de la majorité des go muscu qui ont des physiques extraordinaires toute l'année. C'est des gens dopés. Ne vous faites pas avoir. C'est pas avec de la whey, c'est pas avec des compléments alimentaires qu'on arrive à ces physiques-là. Les mecs sont dopés. Ils sont chargés. Maintenant, on va parler plus en détail de la whey. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce phénomène? Comment cette poudre est devenue aussi populaire, quasiment incontournable? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est un vrai produit intéressant, etc. Alors, comment commence cette histoire? Tout d'abord, la whey apparaît il y a plus de 7000 ans, 5500 ans avant Jésus-Christ, dans la région géographique qui correspond au centre-nord de la Pologne. Et c'est en stockant le lait de chèvre que les habitants de cette région ont observé qu'un liquide commençait à flotter, se séparer naturellement de la partie solide du lait caillé, et commençait à flotter au-dessus. Et en général, ce qui se passait, c'est que la partie solide, la partie noble, était utilisée pour faire du fromage, et la partie liquide était jetée. Parce que ça n'avait pas de goût, ça n'avait pas de substance, ça n'avait pas de saveur, on ne savait pas quoi en faire. Donc ce liquide qui se détachait du lait, on le jetait. Puis, des siècles plus tard, c'est les Grecs, et notamment Hippocrate, qui a découvert que ce liquide avait des vertus thérapeutiques. Et il a commencé à l'utiliser comme sérum pour raviver, redonner de l'énergie aux malades, aux blessés, comme on pourrait le faire avec un sérum moderne. Et là, vous allez me dire, ah, t'as vu l'observateur, la whey, c'est bien quand même. Hippocrate l'utilisait pour soigner ses patients. Mais attention, là, on ne parle pas de la poudre, là, on parle du liquide. Les vertus du liquide sont reconnues, mais la whey qui est fabriquée aujourd'hui, c'est ce liquide chauffé à très haute température, et donc vous aurez compris que ce qui se passe, c'est que tous les nutriments meurent. Et ceux qui font la promotion de la whey en se servant des vertus thérapeutiques du liquide sont des menteurs. C'est une publicité mensongère. Pourquoi ? Parce que le liquide contient du vivant. Le liquide, comme le lait fermenté, comme le lait caillé, comme le petit lait, contient des ferments lactiques qui sont des bactéries vivantes, ce qu'on appelle des probiotiques. Et ces probiotiques, qui sont ce qu'on appelle vulgairement de bonnes bactéries, aident la digestion, aident votre système immunitaire, ont plein de vertus, mais peut-on transposer ces qualités à la poudre ? Vous aurez compris que non. La whey chauffée à haute température perd tous ces nutriments, perd quasiment toutes ces qualités, mis à part la protéine. C'est la seule chose qui reste en fait. Il est important de le rappeler parce que beaucoup de la publicité mensongère autour de la whey vient notamment de là, du fait que ce liquide était utilisé par le passé pour soigner, qu'il avait des vertus thérapeutiques, etc. Mais il avait autant de vertus thérapeutiques que le lait caillé, que le petit lait. Ou que les yaourts, les probiotiques d'une façon générale, sont bons pour vous. Si vous n'êtes pas intolérant au lactose, bien sûr. Et d'une façon générale, ce déchet a continué à être jeté, n'a jamais été utilisé sous sa forme liquide. Pourquoi ? Parce qu'il est dur à conserver. Il est compliqué à conserver, à stocker, il pourrit très vite, et donc l'industrie n'a jamais réussi à l'utiliser. Et donc pendant toutes ces années, pendant tous ces siècles, on a continué à faire du fromage et à jeter la whey, à jeter cette matière, ce liquide considéré comme un déchet. Et c'est là qu'arrive l'idée de génie, qui est pour moi l'idée du siècle. Les industriels se disent « cette merde qu'on jette et qui ne coûte rien, cette merde qu'on n'arrive pas à recycler, que peut-on en faire ? C'est dégueulasse, ça n'a pas de goût, personne n'en veut. Peut-on en faire quelque chose ? On est des putains de capitalistes, faut bien qu'on arrive à vendre cette merde. » Et là, t'as un mec autour de la table, Jean-Jacques, il a une idée de génie. Il dit, mais il parle à son collègue du département marketing, Jean-Michel. Il lui dit, Jean-Michel, cette merde, on peut la transformer en poudre.
on peut la chauffer. Et Jean-Michel répond oui, mais ça a toujours pas de goût, c'est de la merde, quoi. Chauffer, pas chauffer, liquide, pas liquide. À la limite, en poudre, on pourra mieux la conserver. Mais ça veut pas dire que ça va être bon et que les gens voudront la bouffer. À qui on va la vendre? Les gens veulent du fromage, du lait, ils veulent pas cette merde. Et là, Jean-Jacques dit, mais t'inquiète pas, on va mettre des saveurs, des exhausteurs de goût. Vanille, choco, coco, cacao. Et là, Jean-Michel, il fait d'accord, ok, t'as mis des exhausteurs de goût, mais qui va acheter cette merde? Et là, Jean-Jacques, il a l'idée de génie. Il sait qu'il y a de la protéine dans la whey. Il regarde le monde de la musculation. Il voit les 75 de QI en train de faire de la gonflette et il dit, mais c'est à eux qu'on va vendre. Jean-Michel, c'est à eux qu'on va vendre. On va faire des campagnes massives de publicité pour faire croire aux gens que eux aussi, grâce à la whey, peuvent devenir gros, massifs et veineux. Bim bam boum, le plus gros coup marketing du siècle est né. Un déchet, le truc qui coûte 0, on le fait chauffer, on le transforme en poudre, on ajoute quelques saveurs chimiques. En veux-tu, en voilà, choco, coco, cacao. On met ça dans un bidon en plastique fabriqué en Chine qui coûte 50 centimes et on te vend ça 60 €. L'idée du millénaire. Et là, t'as Jean-Michel du département marketing, il est encore un peu sceptique. Il lui dit, oui, Jean-Jacques, je comprends ton idée, mais les gens ne sont pas cons. Ils vont comprendre la supercherie. Ils vont pas bouffer de la poudre comme ça à la cuillère, en veux-tu, en voilà. Jean-Jacques répond, tu sous-estimes la connerie du quotient intellectuel 75. Oui, ils vont bouffer la poudre à la petite cuillère, tu verras. Et ils en redemanderont. Le con porte le capitalisme sur ses épaules. L'idiot est la matière première du capitalisme. Avant le pétrole, avant le gaz, avant les ressources énergétiques, le con, c'est les fondations du capitalisme. Il n'y a rien qui se vend sans lui. Même les gens malins observent d'abord le con acheter. Et s'ils voient que ça se passe bien, eux achètent ensuite. Le con, Jean-Michel, porte le capitalisme sur ses épaules. Et voilà comment naît la whey, cette protéine en poudre, qu'on peut maintenant, grâce à ce coup marketing phénoménal, stocker, vendre, stocker pendant des années en l'occurrence. Il n'y a plus de problème de stockage, donc plus de problème de stock. Tu peux garder ton inventaire pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Tu t'en fous, cette poudre morte qui est une calorie vide, tu peux la garder autant que tu veux. Le produit rêvé. Et là, j'entends déjà quelques trolls me dire « L'observateur, t'y connais rien. T'y connais rien du tout, tu parles encore de quelque chose que tu comprends pas. Il y a la whey native. La whey native, c'est du lait. C'est du vrai lait, c'est fait à partir de lait. C'est pas un déchet, hein. C'est pas un déchet, c'est fait avec du lait. Oui, mais à ce moment-là, prends du lait, connard. Pourquoi t'achètes un truc fait à partir de lait? Prends du lait. Prends du petit lait, c'est excellent pour la santé, t'as plein de bonnes bactéries pour ta digestion, pour ton système immunitaire. Bouffe des yaourts, pourquoi tu vas bouffer un truc, une poudre faite à partir de lait? C'est quoi le projet? Ouais, mais tu comprends pas, c'est pur, c'est purifié, il y a que de la protéine dedans. Putain, c'est tellement con que je me fais rire en le faisant. Mais il y a des gens qui réfléchissent vraiment comme ça. Hein. Ce que je fais, c'est à peine caricatural. Il y a des gens qui ont cette petite voix dans leur tête, hein. La whey native, t'y comprends rien, l'observateur. La whey native. Oui, mais la whey native, à ce moment-là, prends du fromage, du lait caillé, du petit lait. En plus, c'est bon, t'as le côté plaisir avec. Et la whey native, comme je vous le disais, j'ai l'impression que c'est un peu comme le sketch de Coluche, hein, la lessive qui lave plus blanc que blanc. Ils ont toujours une réponse, c'est ça la magie du marketing. Quand tu dis la whey c'est de la merde, c'est un déchet de l'industrie laitière, fromagère, t'as toujours quelqu'un qui va te dire « Ouais, mais l'observateur, il y a la whey isolate, c'est encore plus pur !» La whey isolate, l'observateur, hein, t'y connais rien, tu parles que des trucs que tu connais pas. Bon, tu dis la whey isolate, c'est la même merde, hein, c'est juste un peu plus purifié, il y a moins de lactose. Ceux qui font des intolérances au lactose peuvent mieux la digérer. J'ai essayé la whey isolate, j'ai pété toute l'après-midi. C'est de là que vient le titre de cette vidéo, je m'en rappelle encore.
Il y a des choses comme ça dans la vie que t'oublies pas, hein, ta première copine, ta première baise, il y a des choses comme ça t'oublies pas. Eh bien, la première fois où tu passes une après-midi à péter parce que t'as pris de la whey isolate, tu l'oublies pas non plus. J'étais sur le point de chier mes intestins. J'ai pété, mais d'une violence. Et pourtant, c'est un grand mystère pour moi, je ne suis pas intolérant au lactose. Je bois du lait, je mange du fromage, je n'ai jamais eu de problème d'intolérance au lactose. Et pourtant, la whey isolate, ça m'a fait péter, mais incroyable. Je pourrais fournir toute l'Europe en gaz, en méthane. Les bouffeurs de whey pourraient régler la crise énergétique. Et ensuite, encore mieux que l'isolate, la native qui est faite directement à partir du lait. Il y a toujours quelqu'un pour vous trouver une excuse, une réponse, mais bon. Pour moi, les différences entre les whey, là, c'est vraiment la lessive qui lave plus blanc que blanc. On est dans le dogme, on est dans plus pur que pur, mieux que mieux, et voilà. Alors oui, peut-être que c'est mieux sur le papier, mais en réalité, je vous donnerai mon avis sur la question en développant les macronutriments et de combien on a besoin réellement de protéines, et c'est sur ça et c'est de là plutôt que je tirerai ma conclusion. Tout d'abord, sur quoi est fondé le mythe de la whey? Comment on arrive à créer ce mythe? Le marketing de la whey est fondé sur le mythe qu'on a des carences en protéines, ce qui est faux. Ce qui est un mensonge. Nous n'avons pas de carence en protéines. Dans une alimentation équilibrée, nous avons suffisamment de protéines. Aujourd'hui, en Occident, surtout, nous avons des carences en micronutriments. Nous n'avons pas de carence en macronutriments. Les macronutriments, c'est les hydrates de carbone, c'est les protéines, c'est les graisses. Ça, on n'en manque pas. On en a même un peu trop, et surtout les hydrates de carbone. Alors là, le pain, les pizzas, les brioches, les croissants, on est une civilisation, on est la civilisation des hydrates de carbone. Par contre, on a de vraies carences en micronutriments. Les micronutriments, c'est les vitamines, c'est les oligo-éléments, et ça, on n'en mange pas suffisamment. Pourquoi? Parce qu'on consomme, et j'avais écouté une nutritionniste parler de ça, elle avait dit, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on a un excès de calories, mais un déficit de nutriments. Et ça, c'est jamais arrivé, parce que auparavant, lorsqu'on mangeait quelque chose, on avait des nutriments avec. On avait la calorie et on avait le nutriment. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des calories vides, ou des calories mortes. C'est-à-dire qu'on consomme des choses, on a un apport calorifique, mais on n'a pas de nutriments dedans, on n'a pas de vitamines, on n'a pas d'oligo-éléments, on n'a pas de minéraux. Je vous donne un exemple, une pizza. Une pizza, c'est bourré d'hydrates de carbone. La pâte, surtout si c'est une pâte blanche, une pizza, c'est 1200 calories, ça dépend ce qu'on met dedans, mais ça peut monter à 1500, 2000. Une pizza peut te donner tes apports calorifiques pour la journée. Sauf qu'en micronutriments, comme tout est cuit, même le peu de tomates que tu as dessus, les 4-5 olives qui se battent en duel, si tu as quelques anchois, tu auras peut-être un peu de protéines, mais en termes de vitamines, de micronutriments, t'as rien dans une pizza. Et donc voilà comment tu peux bouffer, comment tu peux encaisser 1200 calories avec quasiment pas de nutriments. Et après on se demande, les cancers augmentent, les maladies augmentent. Oui, mais regardez ce qu'on bouffe les gens, il y a un truc qui va pas là. Si tu commences ta journée en prenant un croissant et un jus d'orange, ensuite à midi une pizza, et le soir tu manges un sandwich, t'as peut-être fait tes 2200 ou même 2500 calories dans la journée, mais en micronutriments, t'as quasiment zéro. Ton croissant, c'est de la merde, c'est que des hydrates de carbone. Ton jus d'orange, ce n'est que du sucre. La vitamine C est l'une des vitamines les plus fragiles. Le jus d'orange, c'est aussi une autre arnaque. C'est-à-dire que dès que tu as pressé ton orange, si tu laisses traîner le jus d'orange à l'extérieur un peu trop longtemps, la vitamine C meurt. Donc tous les jus d'orange qu'on voit dans les supermarchés, c'est que du sucre quasiment. À part manger des oranges, il n'y a pas d'intérêt à consommer du jus d'orange, surtout que dans le jus, il n'y a pas les fibres. Et donc le jus d'orange fait exploser l'indice glycémique. C'est comme boire un verre d'eau sucrée. Si vous prenez une orange, vous la mangez, vous mesurez votre indice glycémique. Si vous pressez cette même orange, et vous buvez ce jus, vous pouvez imaginer que l'indice glycémique sera le même. Une orange liquide ou une orange mangée, c'est la même chose. Eh bien non, une orange mangée, vous la consommez avec des fibres.
Et aussi, vous la mâchez. Il y a des enzymes qui se mélangent avec. Il y a la circulation sanguine. Hein. Mâcher, c'est une pompe. Ça fait monter le sang aussi. Donc, on ne digère pas de la même façon. Et le jus, ça va directement dans votre système digestif sans les fibres. Et donc, ça crée une réponse insuline plus élevée. Et donc les hydrates de carbone, c'est du sucre, le jus d'orange, c'est du sucre, la pizza, c'est du sucre. Et ensuite, les gens se demandent « Ah, j'ai fait un diabète, je comprends pas. » T'as fait un diabète parce que t'as sécrété ton insuline beaucoup trop souvent. C'est quoi le diabète ? Le diabète, c'est ton pancréas qui te dit « Va te faire enculer ». Ton diabète, c'est ton pancréas qui te dit « Gros fils de pute, t'as mangé de la merde toute ta vie, maintenant débrouille-toi ». Le pancréas arrête de sécréter de l'insuline et t'es obligé de t'injecter de l'insuline artificielle, de l'insuline de synthèse que t'achètes. Là, je parle du diabète type 2, je parle pas du diabète type 1 ou du diabète génétique ou du diabète de l'enfant. Ça, c'est encore autre chose. Il y a des enfants qui ont un diabète à 5 ans, c'est pas dû à leur alimentation. Il y a des causes génétiques autres au diabète. Mais là, je parle des gens qui développent un diabète à 50 ans, 55 ans, 60 ans parce qu'ils sont obèses, parce qu'ils sont gros, parce qu'ils mangent mal. Ça, c'est ton pancréas qui te dit « Gros fils de pute, t'es un porc, t'as bouffé de la merde toute ta vie, maintenant, démerde-toi ». C'est le pancréas qui claque. C'est une démission du pancréas. Donc aujourd'hui, un individu qui mange, qui prend un petit déjeuner à la française avec croissant, pain, baguette, céréales, machin, il a bouffé que du sucre carrément, hein, quasiment, des hydrates de carbone et du sucre. Le midi, pareil, le jambon beurre, le pain blanc, le soir, pareil. Finalement, une journée, t'as bouffé beaucoup de calories. T'as pas de nutriments. Pourquoi ? Parce que les nutriments, on trouve ça dans les aliments qui ne sont pas cuits, dans les légumes notamment, dans les fruits qu'on mange, pas dans les fruits qu'on presse. Pourquoi ? Parce qu'il est important de manger avec les fibres. Les fibres sont importantes. Les gens qui vivent de jus, vous faites de la merde, vous buvez du sucre. Et je vais vous raconter une anecdote qui explique un peu la complexité du corps humain. Il y a une expérience qui avait été faite dans le cadre des préparations des voyages sur Mars. Alors je ne sais pas si j'arriverai à retrouver ce documentaire. C'est un truc que j'avais regardé parmi tant de choses que je regarde, et je ne sais pas si j'arriverai à retrouver la référence. Mais en tout cas, l'idée c'était celle-là. C'était de préparer des aliments sous forme de poudre, et uniquement de poudre. Et ils avaient fait un test sur un individu pendant 1 an, en ne mangeant que des aliments sous forme de poudre qu'on dilue dans de l'eau et qu'on boit. Donc tout était pesé au microgramme près, les macronutriments, les micronutriments, tous les apports calorifiques nécessaires. Donc tu avais un sachet qui représentait le petit-déj, un sachet qui représentait le déjeuner, un sachet qui représentait le dîner, un repas complet. Et donc sur le papier, tout était bon. Et le test, c'était pour voir si on emportait toute cette bouffe séchée sur Mars, par exemple, sur un long voyage spatial. Est-ce qu'on pourrait vivre comme ça ? Eh bien, ce qui s'est passé au bout d'1 an d'expérience, ce qui s'est passé, et même avant qu'on arrive au terme de l'année, c'est que la personne qui faisait cette expérience a vu ses dents commencer à se déchausser. Les dents commençaient à sortir des gencives. Pourquoi ? Parce que l'évolution n'aime pas la gratuité, l'évolution ne fait que des choses qui servent à quelque chose. Et donc, lorsque tu arrêtes de mâcher, tu n'utilises plus tes dents, tu les fragilises et elles se déchaussent. Autre élément, il y a peut-être une forme de scorbut qui s'est développée. Le scorbut est dû au manque de vitamine C et il entraîne notamment la perte des dents. Donc, est-ce que ces poudres chimiques qui contenaient théoriquement de la vitamine C ne contenaient pas de la vitamine de bonne qualité ? Parce que avoir de la vitamine sur le papier, c'est une chose. L'efficacité et la qualité de cette vitamine en est une autre. Et tout ça, c'est pour dire que manger, ce n'est pas uniquement prendre du liquide et se dire mon corps va l'absorber et tout va bien se passer. Manger, c'est une biomécanique. C'est de la biologie et c'est des mouvements. Mâcher fait monter le sang au visage. Mâcher a une fonction. Mâcher libère des enzymes qui se mélangent à la nourriture. Si tu bois un liquide trop vite, t'as pas le temps de sécréter ces enzymes. T'as pas le temps de les mélanger à la nourriture. T'avales un truc tellement vite qui va dans ton système digestif sans avoir fait le travail nécessaire de prédigestion et de mélange avec la salive, avec les enzymes et toute la biomécanique qui se fait au niveau de la bouche.
Manger est une fonction, mâcher est une fonction, absorber des fibres a une fonction. Et donc, un jus d'orange, ce n'est pas une orange. Et c'est pour ça qu'il est préférable de manger des oranges plutôt que de boire des jus d'orange. Et tous les apprentis sorciers s'éclatent systématiquement la gueule. Tous les apprentis sorciers qui ignorent la biologie, qui ignorent la mécanique du corps, se cassent systématiquement la gueule, se fracassent. On a évolué pendant 3 millions d'années, on est une machine parfaite, qui a testé, qui a essayé des choses. Et ce qu'on a gardé, c'est les choses qui marchent. C'est pas parce qu'un apprenti sorcier te dit c'est bon, j'ai fait le calcul, j'ai tout mis dans des sacs, t'as la poudre, macronutriments, micronutriments, tu peux manger, miam miam miam, il se passera rien du tout, que ça va bien se passer. Non, 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 non. Il y a un truc qui partira en couille à un moment ou à un autre, et c'est jamais un truc auquel tu t'attends. Et jamais, lorsqu'ils ont préparé cette expérience, jamais ils ne se sont doutés que les dents allaient commencer à se déchausser. Voilà ce qui se passe quand on fait le malin, quand on se croit plus malin qu'une biologie perfectionnée sur des millions d'années. Pour revenir à notre sujet, quel est le rôle de la protéine? L'autre argument de la whey, au-delà du faux argument qui consiste à dire on n'a pas assez de protéines dans notre nourriture, et ça je développerai en calcul un peu plus tard, l'autre argument c'est de dire on a besoin de protéines pour créer du muscle. Ça c'est vrai. Comment se fabrique le muscle? Tu déchires du muscle, tu traumatises de la fibre musculaire pendant l'exercice, cette fibre se répare de manière plus dense, plus épaisse. Pourquoi? Parce qu'elle a été traumatisée et elle se prépare au prochain traumatisme. C'est l'intelligence incroyable du corps. Quand tu soulèves lourd, ce que tu fais pendant ta séance, c'est détruire du muscle. On ne crée pas de muscle pendant la séance de musculation. Tu ne crées rien du tout. Tu détruis du muscle. Tu traumatises du muscle. Et ce muscle se dit... faut que je me prépare au prochain traumatisme. Cette fibre qui est déchirée, qui est malmenée, se dit je vais me reconstruire de façon plus forte, plus dense, pour me préparer au prochain traumatisme. Un peu comme une cicatrice, quand on se blesse profondément, la peau se reconstruit de manière plus forte. Pourquoi? Et plus dense. Pourquoi? Parce que la peau se prépare au prochain traumatisme. Lorsqu'on regarde une cicatrice, on peut se dire c'est laid, c'est boursouflé, c'est dommage, j'ai envie de la retirer. Mais à la base, l'histoire de la cicatrice, c'est ça, c'est que tu as été traumatisé à un endroit et que la peau s'est reconstituée de manière plus dense, plus forte, en se disant, alors la peau ne réfléchit pas, mais il y a une forme d'intelligence biologique, le corps se dit, j'ai été traumatisé à cet endroit, donc il faut que je me reconstruise de manière plus forte, parce que c'est ça le type de traumatisme auquel je serai sujet à l'avenir. Et ensuite, pendant le repos, cette fibre musculaire se répare, notamment pendant le sommeil, et pour se réparer, elle a besoin d'acides aminés, ce qu'on appelle les protéines. Les protéines, c'est plusieurs chaînes d'acides aminés. Un biologiste vous en parlera bien mieux que moi, mais là n'est pas le sujet. Pour réparer le muscle, il nous faut de la protéine, des acides aminés. Et voilà pourquoi l'apport de protéines est important lorsqu'on veut construire du muscle. Et pas uniquement construire du muscle, mais aussi prévenir la perte musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie. Avec l'âge, on perd de la masse musculaire et ça s'accélère après 50 ans. Et donc pour éviter cette sarcopénie, pour éviter les dégâts de la perte musculaire, eh bien en général on essaye d'arriver à l'âge adulte avec une bonne masse musculaire. C'est pour ça qu'il est important de faire de la musculation. Si tu arrives à 40, 45, 50 ans avec un bon capital musculaire, c'est toujours mieux pour ton vieil âge que d'arriver à 50 ans avec déjà rien du tout. Si tu arrives déjà cassé à 50 ans, je peux te dire que pour la suite, ça va être compliqué. Et maintenant, pour la quantité de protéines, il est admis que pour une personne normale, une personne qui ne fait pas particulièrement de sport, une personne qui a une activité normale, il est admis qu'on a besoin d'aminoacides, de protéines, à hauteur de 0,8 grammes par kilo de poids de corps. Mais là, on parle de corps maigre, ce qu'on appelle en anglais lean body weight. Ça ne concerne pas la graisse. Si tu fais 200 kilos, t'as pas besoin de 0,8 fois 200. Si t'es gras, ça ne compte pas. Si ton poids sec, ton poids maigre, c'est 80 kilos, t'as besoin de 0,8 grammes fois 80. Si t'es obèse, si t'as grossi et que tu fais 250 kilos, c'est pas pour autant que t'as besoin de plus de protéines. Les protéines, c'est nécessaire pour le muscle, pas pour le gras que t'as à côté.
Donc pour faire simple, si tu fais 70 kg maigre, tu as besoin de 56 grammes de protéines. Et là, c'est la personne normale qui ne fait pas particulièrement de sport, qui ne traumatise pas particulièrement ses muscles. Et lorsqu'on dit 56 grammes, ce n'est pas 56 grammes d'aliments, c'est 56 grammes de protéines. Par exemple, dans un steak, pour 100 grammes de viande, on a 26 grammes de protéines. Donc un steak de 100 grammes te procure déjà presque la moitié de tes besoins en protéines dans le cadre d'une activité normale. Ensuite, pour ceux qui font beaucoup de sport, il est admis qu'on a besoin entre 1,2 et 1,7 grammes de protéines par kilo de poids de corps maigre. Ça peut monter jusqu'à 2 grammes ou un peu plus, mais là encore, ça commence à devenir beaucoup. Ça dépend vraiment de l'intensité du sport. Si tu es un gros bodybuilder, ben forcément, tu vas peut-être être dans cette catégorie-là. Mais le calcul est assez difficile à faire de la quantité exacte de protéines dont tu as besoin par rapport à l'activité sportive que tu pratiques. Et si on veut faire un petit calcul pour les sportifs, admettons, tu as besoin du double de la quantité normale. Un individu normal a besoin de 0,8 grammes par kilo de poids de corps. T'es sportif, on va dire, tu as besoin du double, 1,6 grammes. C'est pas le cas pour tout le monde. La majorité des sportifs ne font pas suffisamment de sport pour pour doubler leur consommation. Mais admettons, tu as besoin d'1,6 grammes par kilo de poids de corps. Si tu fais, on va rester sur les 70 kilos, faites le calcul si vous pesez plus lourd, moins lourd. Si tu fais 70 kg, tu as besoin de 112 grammes. 112 grammes de protéines par jour. Et là, je vous entends déjà dire, à l'observateur, 70 kg, c'est pas beaucoup, c'est un poids de gonzesse, moi je fais 1m85, 95 kg. N'oubliez pas que là, on ne parle pas de votre poids total sur la balance. On parle du poids maigre. Si tu fais 1m80, 90 kg parce que tu as du gras, ton calcul ne se fait pas sur la base des 90 kg. Ton calcul se fait certainement sur une base de 70 ou de 75 kilos. C'est pas parce que tu pèses lourd que tu as besoin de beaucoup de protéines. Tu pèses lourd et t'es gras, t'as pas besoin de plus de protéines. Donc c'est ça qu'il faut intégrer. Les besoins en protéines sont essentiellement pour le muscle, donc il faut arriver à déduire votre poids maigre. Si tu fais 90 kilos mais que t'es gras, essaye de déduire quel est ton poids si tu étais maigre et musclé. Si tu étais maigre et sec et musclé, quel est ton vrai poids si tu fais 1m80. Tu vas réaliser que ton vrai poids, ça va être 75 kg, 1m80 musclé, tu peux peut-être faire, 80 kg, mais certainement pas 90, 95. 1m80, 95 kg, à moins que tu sois bodybuilder gros, massif, t'es certainement gras en réalité. Et ton calcul ne devrait pas se faire sur les 95 kilos. Donc vous avez compris que 112 grammes, c'est déjà beaucoup. On est sur le double d'une consommation normale. Pour quelqu'un qui fait 80 kilos, ça monte à 128. 80 kilos sec, tu as besoin de 128 grammes de protéines. Et il y a un auditeur qui m'avait un peu critiqué quand j'ai annoncé la publication de cette vidéo au sujet de la whey. Il me dit, l'observateur, mais la whey c'est nécessaire. Hein. Comment on fait si on a besoin de 200 ou 250 grammes de protéines par jour? Mais tu t'es pris pour qui, mec? 250 grammes de protéines par jour? Tu fais 156 kilos sec? T'es quoi? T'es un catcheur? C'est quoi? Tu fais quoi dans la vie? Je suis sûr que le mec, il va à la salle de sport comme tout le monde, il fait un peu de poulie, un peu d'haltère. Toi, t'as pas besoin de 250 grammes, hein, ni de 200 d'ailleurs. Arrêtez vos délires, les mecs. À la gym, je vois des gens avec des shakers du matin au soir. Ils ont des shakers de whey constamment entre les mains. Ils ressemblent à rien du tout. Ils ressemblent à rien. Ma couille gauche est plus veineuse que tout leur corps. Les mecs ne ressemblent à rien et ils sont là avec leur shaker toute la journée. Tu vois le mec, tu dis, toi, t'as pas besoin de 200 grammes de protéines, hein, je te garantis. Il y a une espèce de délire autour de la quantité de protéines nécessaires. C'est incroyable. La majorité des gens s'entraînent comme des merdes. La majorité des gens en salle de sport s'entraînent comme des merdes. C'est pas Dorian Yates. En général, le mec le plus baraque de la salle, il ressemble à Thibaut InShape. Hein. Thibaut InShape et sa copine. Hein. Juju FitCat. Juju la chatte en forme. Je traduis, hein. Moi je ne fais que traduire, je dis rien de méchant. Thibaut InShape, c'est Thibaut en forme. Juju FitCat, c'est Juju la chatte en forme. C'est eux qui ont trouvé ces noms, je n'y peux rien.
peut-être en manque d'inspiration, je sais pas. Mais tu vois ça en salle de sport, les mecs qui s'entraînent avec leurs copines, tu dis c'est quoi le projet, mec? C'est quoi le projet? C'est là que tu comprends que la période a changé. Avant, t'avais Dorian Yates, le mec qui débarque dans une salle de sport, tout le monde sort. Listen to form again. Look, everyone with it now. Tight bastard, let's see it. Yeah. Ooh, let's go now. Ooh, that's it. Ooh, what? Ooh, what? Ooh, again. Yeah. That's it. That's the way. Ooh. Yeah. That's it then. Ooh. Yes, that's the way. Put it in. Bring it tight now, come on. Let's see it. Bring it in. Yes, again like that. Squeeze it in. That's you. Let's go again. Let's go again. Come on, man. Fucking effort. Yeah. Oh, that's you. Let's go again. Come on. Awesome pull now. Squeeze it. Yeah. Go again, man. Put it in. Come on, finish it. Finish it. Yeah. Tout le monde se barre. Il y a Yates qui arrive. Le mec, il faisait des entraînements intensifs, il était connu pour ça. Il fait pas 2 heures, 3 heures dans la gym. Yates, il fait 1 heure. Il débarque, il crie pendant 1 heure et il sort. Lui et son coach, les deux crient. Yates, finis-moi cette merde, Yates, t'es une petite pute. Let's get nasty. Let's get nasty. Let's go on. Let's keep going now. Come on. That's better. Tighter. Bring it in. That's better. Oh yes, come on. That's you. Let's go again. Bring it in. Bring it in. Come on, that's you. Let's go again. Let's go again, Yates. Scream it in. One more. Strong on the bottom. Come on. Bring it on. Come on, keep squeezing. Keep squeezing. There you are. That's the one. That's the one. T'as Yates et son coach qui crient pendant 1 heure. Incroyable. Le spectacle, tu regardes ça, tu sors. Ça, c'était l'entraînement à l'ancienne. Tu vois, tu sens la sueur, la testostérone, les larmes, le sang. Tu sens que le mec, il est pas devenu 6 fois Mister Olympia comme ça. Alors oui, il se dopait, mais il y a plein de gens qui se dopent et qui ne seront jamais Mister Olympia. Chez Yates, il y avait du boulot. Et c'est le premier vraiment à apporter cette intensité dans l'entraînement. Même Schwarzenegger ne s'entraînait pas comme ça. Yates, c'est un mec incroyable. Et moi, ce que j'ai appris de Dorian Yates, c'est vraiment la question des mouvements négatifs. Vous savez, la majorité des gens font le mouvement positif. Donc si ils poussent, s'ils font du développé couché, ils poussent simplement. Et le mouvement négatif, en général, quand la barre redescend, il lâche un peu la barre, il la laisse retomber. Et Yates, c'est l'un des premiers à dire le mouvement négatif est très important. Donc quand tu le vois faire ses exercices, quand il pousse, il fait le mouvement proprement, et quand il descend, il kiffe la descente. Le mouvement négatif, il le fait lentement. Et selon lui, j'ai pas fait d'investigation, selon lui, le traumatisme musculaire, les micro-déchirures que tu crées sont même plus importantes sur les mouvements négatifs. Voilà pourquoi il avait à cœur de faire ces mouvements négatifs avec beaucoup de qualité. La majorité des gens qui s'entraînent, que ce soit du curl, des biceps, peu importe, ils font leur premier mouvement et ensuite ils lâchent, ils laissent tomber l'haltère. Tu vois, ils sont là, ils se dandinent un peu, t'as tout le corps qui bouge. 99% des gens font de la merde à la gym. Ils font tous de la merde, ils chargent lourd et ensuite ils essayent de soulever la charge et tu vois le corps qui se tord. Tu lui dis c'est quoi ? C'est un exercice de biceps, de hanches, de fesses. C'est quoi ton exercice ? La majorité des gens, c'est ni fait ni à faire. Sans parler des mecs qui débarquent avec leurs gonzesses. Là, j'ai pas compris le projet. Chérie, les haltères de 8 kilos, ça va ? C'est trop vite. Ah, je te ramène les 6, ne bouge pas. Et là, c'est le mec qui fait ça. La gonzesse, elle est assise. Hein. C'est lui qui va chercher les haltères. J'arrive, chérie. C'est quoi le projet ? T'as le même programme d'entraînement que ta copine ? Si c'est le cas, je comprends pas. Les meufs, en général, 99% du programme, c'est le fessier. Lundi fessier, mardi fessier, mercredi repos, jeudi fessier, vendredi fessier. Elle bosse que le cul, elle travaille que les fesses. Peut-être un jour de plus pour le cardio. Tu t'entraînes avec une meuf, c'est quoi le projet ? Dorian Yates te chope dans une salle de sport avec ta gonzesse, il te déglingue ta gueule. Toi et tes haltères de 6 kilos avec ta copine,
Ça m'a toujours... J'ai jamais compris. Et t'en as, ils sont là, ils se font des petits bisous, ils se caressent. Mais t'habites avec elle, tu vis avec elle, tu la vois tous les jours. T'as besoin de la voir dans ta salle de sport pour faire des petits bisous? J'ai pas compris le projet. C'est histoire de dire que t'as une copine. Explique-moi. Je suis dubitatif. Et moi, personnellement, ça m'emmerde. Alors, je vous entends déjà à l'observateur, t'es jaloux parce qu'il ramène sa petite copine à la salle de sport. Très honnêtement, c'est même pas de la jalousie. Hein. Je l'aurais avoué si c'était de la jalousie. J'aurais dit, ouais, je suis jaloux, il a une copine. Non, c'est même pas ça. Imagine la scène, t'es là, t'es concentré, t'es en train de faire un exercice à la poulie, tu fais ton mouvement, t'as ta musique dans les oreilles, etc. Et t'as un mec à côté, il fait des petits bisous comme ça à sa copine. Il est là, je suis désolé, ça me déconcentre. Il y en a, il tape carrément la discute. Il s'arrête, je l'observe. Moi, j'ai fait ma 3e série. Le mec, il a rien fait. Ça veut dire qu'il a fait une pause de 6, 7, 8 minutes entre 2 séries. Qui plus est, la gonzesse qu'il a vue le matin, il a petit déjeuner avec, et qui va revoir le soir, il va rentrer avec elle. J'ai pas compris, vous faites pas suffisamment de bisous à la maison? C'est quoi le projet? Expliquez-nous. S'il y en a qui m'écoutent et qui ont ce genre de comportement dans les salles de sport, expliquez-moi l'idée philosophique derrière le bisou ou l'entraînement de couple, les entraînements de couple, sachant que objectivement, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes programmes. Elle va faire du fessier toute la journée, et toi, t'as un programme de mec. Tu vas faire du pec biceps ou pec triceps lundi, épaule triceps ou épaule biceps, ça dépend, mardi, tu fais dorsaux jeudi, tu fais tes jambes le vendredi, enfin, t'as un programme de mec, tu portes lourd, tu charges beaucoup, donc quand tu t'entraînes avec ta copine, tu fais quoi? Tu passes ton temps à charger, décharger les machines. Je ne comprends pas la philosophie. Mais voilà, dans ma tête, j'ai superposé l'image de Dorian Yates et son coach en train de crier, et Thibaut InShape en train de s'entraîner avec Juju, la chatte en forme. Et je me dis simplement, on a changé d'époque. Voilà, on a changé d'époque. Donc la majorité des gens consomment beaucoup trop de protéines. Voilà la réalité, c'est que le matin, quand tu as un bon petit-déj, où tu prends des œufs par exemple, hein, comme je le fais, 2 œufs au plat le matin, avec un peu de saumon parfois, avec un peu de fromage de chèvre parfois. Le midi, tu prends une viande également, avec un peu de légumes, un peu de riz par exemple. Le soir, tu prends un poisson. Si tu veux une collation, mais c'est pas forcément nécessaire, ou tu manges des amandes par exemple, où tu prends un verre de lait caillé, par exemple, pour compléter ta prise de protéines, tu ne devrais pas avoir besoin de whey. Et la réalité et le danger, c'est que le surplus de protéines, parce que vous pourriez être tenté de me dire, l'observateur, c'est pas grave, je prends trop de protéines, bon, je la pisse, je l'évacue. Non. Je vais t'apprendre quelque chose. La protéine que tu n'assimiles pas, que tu prends en trop, se transforme en glucose. Oui, monsieur, en glucose, en sucre, et donc en gras. Il y a plein de gens qui gonflent en prenant de la whey, ils pensent qu'ils prennent du muscle, mais ils prennent en réalité du gras, parce que toute la protéine qui n'est pas assimilée se transforme en glucose dans le corps. Et il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Ils ont envie de grossir. Des gens qui ont le complexe d'être trop maigres, trop fins, des gamins qui ont été un peu bizutés, violentés à l'école, et du coup ils ont un peu ce complexe et ils veulent devenir gros et massifs à l'âge adulte. Et ils grossissent, mais ils oublient en fait que ce qu'ils prennent c'est un peu de muscle et un peu de gras aussi. Donc ils n'ont pas beaucoup de définition. Ils sont massifs, mais ils sont laids. Et ça, je vois beaucoup de ces physiques dans les salles de sport, des mecs massif, mais comme je le disais, sans définition. T'as l'épaule, le biceps et le triceps qui forment un seul bloc. Tu sais pas où commence l'un et où finit l'autre, ou où finit l'un et où commence l'autre. Monobloc. J'appelle ça le bras monobloc. Et ce qui est beau, c'est pas ça. Ce qui est beau, c'est la rondeur de l'épaule, c'est le dessin du biceps, c'est le triceps, le dessin du triceps qui se détache. C'est ça la beauté, c'est quand on commence à voir l'anatomie. C'est ça qui est beau. Et donc, quand vous prenez trop de protéines, le risque, c'est que vous allez fabriquer du glucose et donc vous allez fabriquer du gras, sans parler de la réponse insuline que vous allez générer, parce que oui, monsieur, le glucose provoque des réponses insulines, et si tu le fais trop, un jour, tu tomberas malade. Sans parler des calculs rénaux qui sont déclenchés ou causés en partie par une consommation excessive de protéines, sans parler de la maladie de la goutte, qu'on appelait à l'époque la maladie des rois, qui est due à une consommation excessive de protéines. Les rois mangeaient beaucoup de viande et donc ils développaient cette maladie. Et donc la majorité des gens n'ont pas besoin de whey et consomment déjà trop de protéines, comme ils consomment déjà trop d'hydrates de carbone.
Autre élément important, c'est que sans une bonne hygiène de vie, la protéine oublie. Tu peux manger des pots de whey à la petite cuillère. Si tu as une hygiène de vie de merde, oublie, ça ne te servira à rien. Pourquoi ? On a expliqué que la fabrication du muscle ou le volume musculaire se faisait en 2 temps. Le premier temps, c'est la destruction, c'est ce que tu fais pendant ton activité sportive, c'est ce que tu fais dans ta salle de sport. Et le deuxième temps, c'est la réparation de cette fibre que tu as endommagée. Cette réparation se fait notamment la nuit. Donc si tu dors mal, si tu ne dors pas assez, en raison du travail, en raison du stress, tu ne produis pas correctement et suffisamment ta testostérone et tes hormones de croissance, et donc tu ne répares pas correctement ton muscle. L'hormone testostérone est fondamentale dans l'absorption de la protéine et dans la fabrication et dans la réparation de la fibre musculaire. Donc si tu ne dors pas, c'est comme si t'empêchais cette réparation de se faire. C'est aussi simple que ça. Par exemple, les gens qui vont faire du sport un samedi et qui sortent le soir, s'amuser, faire la fête, prendre de l'alcool jusqu'à 3h, 4h du matin et qui font une nuit blanche ou qui dorment mal, ta séance de sport, tu la fous à la poubelle. T'as fait le travail de destruction, t'as déchiré de la fibre, t'as traumatisé du muscle et t'as pas dormi derrière. Tu répares quand cette fibre ? Tu la consolides quand ? Tu la reconstitues quand ? Quand tu dors mal, tu flingues ta production de testostérone, tu flingues ta production d'hormones de croissance, tu flingues la réparation de ton corps, pas uniquement des muscles, la peau, les cheveux, tout se régénère, les ongles, tout se régénère pendant la nuit. T'as remarqué que quand tu dors mal, t'as une gueule de merde, t'as plus de rides, t'as des poches sous les yeux, t'as un visage de merde, ta peau ne s'est pas régénérée, ta peau ne s'est pas réparée. Donc dors bien, démerde-toi, change de boulot, prends un truc moins stressant, enfin peu importe ce qui t'empêche de dormir. Si tu ne dors pas correctement, si tu ne fais pas une nuit de sommeil complète, un sommeil réparateur, et tu le sens quand tu te lèves le matin. Quand t'as bien dormi, tu le sens. T'es détendu, t'as les muscles relâchés, t'es bien, tu le sens. Et en général, pour la majorité des gens, c'est le samedi matin ou le dimanche matin. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le réveil, ils peuvent dormir et ils font leur nuit complète et ils dorment bien. Mais normalement, on devrait dormir tous les jours comme ça. En 2, le soleil, la vitamine D. Et tous les compléments de vitamine D ne remplaceront jamais le soleil. Je me suis amusé à prendre des compléments de vitamine D, mais ça n'a pas du tout le même effet que quand je vais au soleil. Quand je vais au soleil, quand je me pose au soleil, je bande comme un cheval. Pas tout de suite, mais le lendemain matin, par exemple. Quand je prends un complément de vitamine D, ça fait pas le même effet. Tu vois, je suis un peu fatigué, je pars 3 jours au soleil, je reviens, je suis bien. J'ai retrouvé de l'énergie, de la vitalité, etc. Si je fais la même chose avec des compléments, j'ai jamais le même résultat. Donc je sais que les compléments, c'est de la merde. Pareil pour les compléments de magnésium. Il y a beaucoup de carences en magnésium, notamment en raison du stress. Et on peut savoir qu'on a une carence en magnésium, par exemple, quand on a la pupille qui tremble. Et les bons compléments en magnésium sont très durs à trouver. J'ai déjà pris des compléments qui ne me faisaient rien, et j'ai déjà pris des compléments, c'était waouh. Je sentais immédiatement le relâchement musculaire, la détente, la nuit qui se passe bien. Donc c'est très dur de trouver de bons compléments. Et les compléments au magnésium sont addictifs, donc il faut faire attention quand vous les prenez. Ça peut être addictif parce que si tu t'habitues à dormir avec du magnésium et que tu ne peux plus t'en passer, ça devient une drogue. Donc faites très attention avec ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres compléments qui font cet effet. Pour moi, c'est vraiment le magnésium qui provoque ce soulagement extraordinaire, le magnésium de bonne qualité, mais j'en abuse pas. J'essaye de trouver du magnésium dans le chocolat noir, dans les bananes, dans des trucs aussi naturels que possible. En 3, gérer son stress. Le stress produit du cortisol notamment. Terrible pour la prise de muscle. Cortisol, c'est vraiment une hormone de merde lorsqu'elle est sécrétée en trop grande quantité. Et la cortisol ou le cortisol, c'est une hormone qui est déclenchée en raison du stress, le plus souvent. En 4, la qualité de l'entraînement. La majorité des gens s'entraînent mal.
Et ils prennent de la whey, des shakers, des protéines, alors qu'ils ne produisent pas la destruction musculaire nécessaire ou qui justifie cette prise de shaker. Je vous garantis, il y a plein de gens que je vois tous les jours, j'essaye d'aller 4 fois par semaine à la salle, qui ont des physiques de merde et qui ont toujours leur shaker à la main. Je les regarde, mais je fais... Pourquoi ? T'as pas besoin, t'as un physique de lâche, 50 kilos, pourquoi tu prends des shakes ? Ça fait 1 an que le mec carbure au shaker et qu'il fait 50 kilos. Il y a un problème. Travaille sur d'autres trucs. Mais je pense que le shaker, là, dans l'immédiat, c'est pas la solution. Les mecs n'ont pas de programme, ils s'entraînent comme de la merde, ils font des exercices compliqués. Il y a plein de coachs en musculation qui ont détruit la musculation parce qu'ils ont compliqué la chose. Il y a des exercices simples qu'il faut répéter, il faut arrêter de vouloir inventer l'eau chaude tous les jours. Mais comme c'est un business, ils sont obligés de trouver tous les jours de nouveaux trucs, donc ils complexifient les mouvements, ils trouvent des théories et les gens écoutent, les gens suivent. Donc tu regardes des mouvements en salle de sport, t'es là, tu fais, c'est quoi le projet, mec ? C'est quoi le projet ? La machine n'est pas faite pour ça. Quel type d'exercice t'essayes de faire ? Explique-moi. En 5, l'alimentation, on en a parlé, une bonne alimentation, avant de prendre de la whey ou avant de prendre ton shaker. Est-ce que tu manges déjà ? Est-ce que ton alimentation quotidienne est équilibrée ? La whey est un complément. Comme son nom l'indique, c'est un complément. C'est un complément aux gens ou pour les gens qui mangent déjà bien, qui mangent de la protéine et qui, en raison de leur pratique exceptionnelle, ont besoin de ce petit supplément. Mais la majorité des gens ne s'entraînent pas suffisamment intensément pour justifier la consommation de whey. Michael Phelps qui me dit « je passe 5 heures dans l'eau et quand j'ai fini, je vais faire 2 heures de musculation, j'ai besoin d'un peu de whey », je vais lui dire « mec, ok, t'es 11 fois médaille d'or de natation, je pense que pour toi, la whey, effectivement, ça peut passer. Mais la majorité des gens ne font pas ça. Tu t'entraînes pas comme Michael Phelps. Tu t'entraînes avec ta copine avec des haltères de 6 kilos. Qu'est-ce que tu me casses les couilles à prendre de la whey ? Tu t'entraînes avec Juju, la chatte en forme. Qu'est-ce que tu me casses les couilles à prendre de la whey ? Et ça aussi, c'est une chose dont je souhaitais parler, c'est que la majorité des go muscu font la promotion de la whey, pas parce qu'ils sont convaincus que c'est un bon produit, y compris les youtubeurs, Thibaut InShape, tout go muscu qui se respecte un jour ou aura sa marque de whey ou fera la pub pour la whey. La raison, c'est que quand t'es go muscu, t'as pas 1 million de façons de gagner de la thune. Tu vois, si t'es pas un youtubeur célèbre comme Thibaut InShape, lui, à la limite, même s'il le fait, il en a pas besoin en réalité. Mais tous les autres, t'as que 2 façons quand t'es go muscu de gagner de la thune. La première, c'est le coaching, ou le coaching dans la vie réelle, ou le coaching en ligne en vendant des programmes, etc. Et la seconde, c'est en vendant des produits affiliés, des compléments. T'as que ça, en fait. C'est pour ça qu'ils sont obligés de trouver constamment des trucs à vendre. Et la whey en fait partie. Voilà pourquoi tous les go muscu, un jour ou l'autre, vous vendront de la whey sans nécessairement être convaincus et parfois sans nécessairement en consommer eux-mêmes. Il y a un autre point aussi auquel il faut faire attention, une autre optimisation, c'est de faire attention aux produits qui contiennent des estrogènes, notamment le soja, la bière, sont riches en estrogènes. Et il y a beaucoup de gens qui disent mais on comprend pas cette critique du soja, c'est faux, c'est mensonger, les Asiatiques consomment du soja depuis des dizaines d'années, des siècles, et ils n'ont jamais eu ce problème. Mais ce que vous oubliez les mecs, c'est qu'aujourd'hui, 99% du soja est OGM, est génétiquement modifié. Ce n'est pas le soja que consommaient les Chinois il y a 1000 ans. C'est ça qui a changé, c'est ça la nouveauté. Les produits aujourd'hui sont OGM. Les gens qui disent on comprend pas cette critique du pain, du blé aujourd'hui, on comprend pas les Français mangent du blé, du pain depuis des siècles, on est la culture du pain, on n'a jamais eu de problème, on a toujours été un peuple en bonne santé, même en meilleure santé que bien d'autres, on a des centenaires en France. Mais le problème, c'est que le blé qu'on consomme aujourd'hui, c'est pas le blé qu'on avait il y a ne serait-ce qu'un siècle. Le blé est génétiquement modifié. La majorité du blé est OGM. Et c'est pour ça que des aliments comme le soja, le blé qui ne posaient aucun problème il y a un siècle, aujourd'hui, voilà quoi, ça provoque des pics de glycémie, ça provoque des maladies, du diabète. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que faut comparer 2 choses comparables. Et le soja
ou le tofu, ou peu importe, tous les aliments, les modes des aliments asiatiques que les gens consomment aujourd'hui, en se disant, mais regardez, les Asiatiques, ils se portent bien, c'est pas le même soja. Tout le soja, aujourd'hui, quasiment tout le soja est OGM. Sans parler des pesticides. Beaucoup de pesticides contiennent aussi des estrogènes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont balancés, certains pesticides sont balancés sur les insectes pour les empêcher de se reproduire, pour modifier leur cycle de reproduction, pour éviter qu'ils attaquent les cultures. Donc on bouffe des estrogènes du matin au soir. Et les estrogènes, vous avez compris que pour la prise de masse, c'est pas génial, hein. C'est une hormone féminine à la base. Les hommes fragiles, les hommes qui pleurent, les hommes cocooning, les hommes qui se baladent avec leurs haltères de 6 kilos avec leurs copines dans les salles de sport. Bon, faut peut-être chercher du côté soja, hein. La définition homme-soja ne vient pas de nulle part, hein. Il y a une corrélation entre... il semble y avoir une corrélation entre la consommation de soja et les estrogènes, et notamment certains cancers chez les femmes également. Donc avant d'aller chercher des consommations excessives de protéines, je manque de protéines, il me faut de la whey, optimise déjà ce que t'as. Si tu dors mal, si tu manges de la merde, si t'es stressé, si tu bouffes du soja et des estrogènes, si t'as pas suffisamment de zinc, le zinc ça se trouve essentiellement dans la viande rouge et c'est essentiel à la production de testostérone. Si t'as pas tout ça, la protéine, oublie, tu peux en bouffer à la petite cuillère toute la journée, tu ne créeras jamais de muscles parce que t'as un mode de vie de merde. Tu dors mal, tu manges de la merde, t'es stressé, t'es bourré d'estrogènes, tu peux bouffer de la whey du matin au soir, il n'y a jamais rien qui en sortira, à part des gaz. Là, tu vas dégager. Là, pour le coup, tu vas nous régler la crise énergétique en Europe. Et il y a aussi le sujet de la whey végétale. Alors là, j'ai même pas envie d'aborder le sujet tellement ça me fatigue, tellement je suis dégoûté. La protéine végétale. Les protéines végétales sont des protéines incomplètes. Elles ne comportent pas tous les acides aminés. C'est bien d'en prendre, c'est bien de manger des aliments riches en protéines végétales, les lentilles notamment, les amandes, ça fait pas de mal, c'est très bon d'ailleurs pour la santé, sauf que ça ne peut pas être consommé sans viande, ou du moins ça ne peut pas être consommé exclusivement, parce qu'il ne comporte pas tous les acides aminés dont vous avez besoin. Les protéines végétales ne sont pas complètes. Arrêtez vos conneries de « je connais un go muscu, je connais un mec massif qui est végétarien ». Mon cul sur la commode, qu'est-ce que t'en sais s'il est végétarien ? C'est comme Liver King qui dit « je suis pas dopé, moi je bouffe du foie et de la viande crue, c'est pour ça que je suis massif ». Le mec, c'est une pharmacie ambulante. Il a fallu que le scandale éclate, qu'un mail avec toute la liste des produits dopants qu'il commandait débarque sur Internet et on a compris qu'il racontait de la merde pendant toutes ces années. Donc les gens qui disent « regardez, moi je suis végétarien, je suis massif », est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Vraiment, t'es massif comme ça en bouffant des carottes, des pois chiches et du tofu ? Donc la whey végétale, j'ai même pas envie d'en parler. Bouffez des lentilles, mangez des amandes, documentez-vous, faites votre recherche. Et il y a aussi des bonnes graisses dans les amandes, hein, donc c'est un nutriment complet. Il y a des fibres, il faut pas oublier que quand vous mangez, c'est tout un... C'est une fonction biomécanique, c'est pas uniquement je vais chercher de la protéine, il y a un tas de choses qui fonctionnent ensemble, faut pas oublier ça. C'est comme le mythe de la protéine pure. Là aussi, c'est un autre mythe que je vais détruire. La protéine pure est absorbée tout de suite par le muscle. Je prends de la protéine pure tout de suite comme ça traverse mon corps, et ça arrive dans le muscle, boum, ça gonfle. Mon cul sur la commode. Les études ont prouvé que la protéine mélangée à de la graisse était mieux absorbée que la protéine pure. Pourquoi la viande comporte aussi de la graisse ? Un steak, c'est de la protéine et de la graisse. C'est bien mieux assimilé que de la whey. C'est digéré plus longtemps, ne pas confondre temps de digestion de la viande qui en effet est plus grand et assimilation par le muscle. Et c'est ça l'erreur que font les gens. Ils se disent « Ah, la whey, j'ai bu, c'est passé très vite dans le système digestif. » Oui, c'est passé très vite. Tu l'as pété, tu l'as chié. Voilà ce qui s'est passé. C'est passé tellement vite que ton système digestif n'a rien vu. La viande, ça va mettre entre 2 heures et 5 heures à se digérer, mais l'absorption par le muscle de cette viande et de cette graisse et de ce zinc et de toutes les vitamines que comporte la viande rouge notamment, pour ton muscle, c'est un festival.
Pour lui, c'est la fête du slip. La whey, il voit ça passer, tu l'as pété direct. Le muscle n'a pas eu le temps de l'absorber, tu l'as déjà pété, tu l'as chié, t'as déjà fait ta diarrhée. J'entends beaucoup ce discours aussi, ouais, il faut que je prenne mon shaker 1 heure après le sport, sinon mon muscle ne l'assimile pas. Qu'est-ce que t'es con, putain, mec. Comment tu peux être aussi con? J'ai déjà entendu des gens dire ça. Les mecs en panique parce qu'ils n'ont pas pris leur shaker de whey 1 heure après le sport. T'as pris le corps pour une mobilette? Tu bois ton truc, boum, ça va dans le muscle, ça y est. Et si c'est pas 1 heure après le sport, si c'est 2 heures, si c'est 3 heures, tu vas perdre ton muscle, tu vas pas prendre ton muscle. Vous allez arrêter d'être con quand? Quand allez-vous arrêter d'être con? Jusqu'à quand nous allons traîner ce niveau de débilité? Le mec en stress parce qu'il n'a pas pris son shaker 1 heure après le sport. La réparation, c'est un long processus. Tu vas rentrer chez toi, tu vas manger, tu vas digérer tes aliments, tu vas dormir, tu vas sécréter de la testostérone, des hormones de croissance pendant la nuit. Ton corps va se réparer. Tu vas absorber tes aliments sur 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 12 heures. C'est un festival dans ton corps, c'est la fête. C'est pas un truc qui se passe en 30 minutes, 45 minutes, boum, j'ai bu ma whey, machin. Arrêtez de jouer aux apprentis sorciers. Face à l'évolution, face à la biologie, vous êtes des merdes. Face à 3 millions d'années d'évolution, vous êtes des merdes. L'évolution vous savate tous les matins. À tous les apprentis sorciers, les vendeurs de whey, les bricoleurs, les gens qui pensent avoir compris la vie, la santé, l'évolution vous savate tous les matins. Donc un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Les Spartiates ne bouffaient pas de la whey. Les croisés ne bouffaient pas de la whey. Saladin ne bouffait pas de la whey. Ils mangeaient de la viande. La viande. Le truc qu'on a quasiment criminalisé aujourd'hui. Et pour résumer, je dirais que la whey est basée sur un marketing extrêmement puissant, un peu comme le marketing de la cigarette. Faut pas oublier qu'il y a une époque où il y avait dans les cabinets de médecins des affiches qui expliquaient à quel point la cigarette c'est génial. Alors il y avait plusieurs arguments. Il y avait l'argument ça fait maigrir les femmes, ça donne une meilleure voix, ça donne une meilleure odeur, il y a plein de qualités à la cigarette. Les médecins, les ordres de médecins faisaient la promotion de la cigarette et du tabac dans les années 50, 60. Donc cette histoire de « il y a des études, donc c'est bien », ça ne veut absolument rien dire. Toutes les études sont payées par les fabricants de whey. Toutes les études qui nous expliquent qu'on est en carence de protéines, faut boire des shakers, manger des bars, attention vous êtes en carence, vos muscles vont se dégonfler en 15 jours. Toutes ces études sont financées par l'industrie de la whey. C'est une industrie à plusieurs milliards de dollars qui est en pleine explosion et c'est l'une des industries les plus lucratives de la planète. Imaginez le business plan. Imaginez le business plan du génie marketing qui a pondu ça. Une merde, un déchet de l'industrie qu'on transforme en poudre en le chauffant à haute température. On ajoute des exhausteurs de goût, des saveurs, du choco, coco, cacao, vanille, en veux-tu, en voilà. On met ça dans un pot en plastique et on te vend ça 60 balles. Le truc ne coûte rien à la base, c'est de la merde. Imaginez la marge sur la whey. Le pot coûte 50 centimes, la matière première qu'on était censé jeter coûte quasi rien. Il y a un peu d'énergie parce que chauffer à haute température, il y a un peu de process derrière, il y a un peu de chimie avec tous les arômes artificiels, etc. Donc il y a un petit budget, peut-être 1,50€. Allez, 1,50€ pour les arômes, 50 centimes pour le bidon en plastique, peut-être 1€ de plus pour le marketing, 1€ pour l'énergie nécessaire à fabriquer, chauffer, transformer ça en poudre. Allez, prix de revient, 4€. En devant ça, 60€. La marge la plus incroyable du capitalisme. Je sais pas s'il y a un autre produit qui rapporte autant. Après il y a la drogue, mais bon, c'est pas légal. C'est peut-être la marge la plus importante parmi les produits légaux.
Vous comprenez pourquoi on fait autant de marketing, pourquoi tous les bodybuilders prennent des photos avec des pots de whey, pourquoi tous les influenceurs sont approchés pour vous vendre de la whey, tous les influenceurs muscu, fitness, etc. C'est un produit incroyable, c'est un miracle. C'est un miracle marketing, pas un miracle produit. C'est une merde absolue qu'on arrive à vendre une fortune. Et encore une fois, si tu penses que tu manques de protéines, si tu penses que voilà, t'es Michael Phelps, t'as fait des séances de sport de malade, t'as besoin du petit apport en protéines, prends du lait caillé, mec. Prends-toi un demi-litre de lait caillé, ça sera toujours mieux que cette merde en poudre. Et ça, c'est le conseil que je vous donne, les mecs. Prenez ce budget que vous mettiez dans la whey, c'est 60 € ou même c'est 120 €. Je ne sais pas si un bidon vous fait tout le mois, j'ai jamais touché à ça, donc je ne sais pas quelle est la consommation exacte. Mais prenez ces 120 € en admettant que vous achetez 2 bidons par mois. Et puis ça dépend aussi de la qualité de la whey que vous achetez, si c'est vraiment de la, soi-disant de la très bonne, vous savez, la super blanche, la pure, la whey native, la native. Si vous achetez de la native qui coûte cher, etc., tu mets ce budget de 100 ou 120 € pour acheter une meilleure qualité d'aliments. T'augmentes ton budget alimentaire de 100 ou de 120 € et t'achètes des produits de qualité, de la bonne viande dont tu vérifies la provenance. Pareil pour les œufs, pareil pour le saumon, pareil. T'augmentes ton budget alimentaire de 100 € pour bien manger, c'est énorme, c'est énorme. Et ça, c'est le conseil que je donne, c'est optimise déjà ce que tu as avant d'aller chercher le supplément alimentaire qui, comme son nom l'indique, est un supplément. Optimise déjà ce que tu as. Si tu ne manges pas suffisamment de protéines au quotidien, apprends à en manger. Laisse tomber le croissant, les céréales le matin. Kellogg's aussi, une autre merde de marketing. Kellogg's Cornflakes. Quel est l'apport de Kellogg's Cornflakes le matin avant d'aller travailler? Tu crois que c'est avec ça que tu vas tenir toute la journée? Du blé soufflé de merde avec du sucre? Un autre coup marketing incroyable, on a inventé cette histoire du cholestérol pour que les gens se tournent vers les céréales. Alors que, maintenant, on revient un peu, on est de plus en plus raisonnable, on va dire, vis-à-vis de cette question du cholestérol. Et il est admis que 2 œufs par jour, même tous les jours, ne pose pas de problème. Et du moins, c'est ce que je fais, 2 œufs au plat, tous les matins. Manger de la protéine le matin, laisser tomber le pain, laisser tomber, ou du pain complet avec des œufs, mais laisser tomber le pain confiture. C'est quoi le pain avec de la confiture? C'est du sucre avec du sucre. C'est des hydrates de carbone qui deviennent du sucre avec du sucre. T'as bouffé que du sucre. Ton pancréas est en crise. Ton pancréas en a ras le cul de ta gueule. Quand tu manges le matin, pense à ton pancréas. L'indice glycémique est plus important même que la calorie. Quand tu manges ton pain avec de la confiture, imagine ton pancréas en train de te dire tous les matins « T'es un gros fils de pute, tu sais pas manger, tu me fais souffrir, à chaque fois réponse insuline, réponse insuline, réponse insuline, et à 50 ans tu fais un diabète !» Donc apprenez à manger le matin des œufs, du saumon, du fromage de chèvre avec une petite tranche de pain complet et vous verrez des avocats, des bonnes graisses, des amandes et vous verrez, vous n'aurez plus jamais faim vers midi. Vous savez, la fringale que vous avez à 10h30, 11h, vous prenez votre petit-déj et à 10h, vous avez déjà la dalle. Ça, c'est parce que vous avez bouffé des hydrates de carbone qui deviennent du sucre très très vite, qui sont très vite assimilés, qui passent dans le sang, vous déclenchez votre réponse insuline et après vous avez une sensation de faim. La protéine coupe cette sensation de faim et donc quand vous mangez de la protéine le matin, vous verrez que vous n'aurez plus jamais faim à 10h, 10h30, 11h. Donc protéine le matin, protéine le midi, protéine le soir, privilégier du poisson. Moi le soir, mon poisson de choix, c'est toujours la sardine et un peu le thon. Pourquoi? La sardine, les petits poissons n'ont pas beaucoup de métaux lourds. Les gros poissons sont chargés en métaux lourds. Le thon est un excellent poisson. Le thon est un excellent poisson, mais il est chargé en métaux lourds. Donc privilégiez les petits poissons, les anchois, les sardines, qui sont une excellente source de protéines avec peu de métaux lourds. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de thon, mais faites attention, n'en mangez pas tous les jours. Voilà, peut-être une fois par semaine. Tout dépend aussi du thon que vous avez. Et alterner les poissons, les sources. Et voilà comment on peut manger, calculer sa prise de protéines, avoir suffisamment de protéines sans avoir besoin de consommer toutes ces poudres, ces compléments de merde qui sont juste un coût marketing phénoménal.
Et encore une fois, pour ne pas cracher complètement sur la whey, pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous faites du sport intensif, mais vraiment intensif, j'ai donné l'exemple de Michael Phelps, tu passes 5 heures dans l'eau, après tu fais 1 heure de muscu derrière, oui, là tu as une destruction musculaire qui est hors norme. Déjà, est-ce que tu peux faire ça ? Quand t'es pas dopé, je suis pas certain. La majorité des gens qui s'entraînent comme ça, c'est que derrière, il y a un peu de picouse. Moi, je sais pas faire. 5 heures par jour dans l'eau, plus une séance de muscu après, je sais pas faire. Ça, ils carburent tous à la picouse. Donc de toute façon, si t'es pas dopé, ça ne devrait pas te concerner. Et c'est pour ça qu'en général, les dopés prennent de la whey parce que les stéroïdes augmentent ta capacité à assimiler les protéines, alors que la majorité des gens la pètent, la chient et la transforment en glucose. Les gens dopés absorbent cette protéine. Et vous pouvez complémenter très largement cette prise de protéines, cette base que vous avez dans vos 3 repas, avec des collations, du lait caillé, du yaourt, des yaourts grecs, des amandes. Il y a plein d'autres moyens, du beurre de cacahuète, il y a plein d'autres moyens de complémenter votre diète sans avoir à acheter cette poudre de merde, la whey, la poudre qui fait péter. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous donner un conseil que mon père m'a donné. Il me disait quand j'étais plus jeune, ne fais jamais d'économies sur la nourriture. Fais des économies sur tout ce que tu veux, mais jamais, au grand jamais, et à aucun point de ta vie, ne fais des économies sur la nourriture. Pourquoi ? Parce que les économies sur la nourriture sont de fausses économies. Tu finiras par les payer. Ce que tu as économisé sur la bouffe, tu le paieras à l'hôpital. Tu le paieras avec des maladies chroniques, tu le paieras avec d'autres maladies, avec un cancer et je ne sais quoi d'autre. Donc, il m'a toujours dit, quand tu fais tes courses, choisis ce que tu veux manger, choisis les meilleurs aliments, ne regarde jamais les prix. Et démerde-toi pour payer. Mais ne fais pas d'économie sur la nourriture. Et c'est ça le conseil que je vais vous donner. Plutôt que d'aller dépenser votre argent dans la whey, dans la poudre qui fait péter, augmentez la qualité de votre alimentation. Éduquez-vous d'abord, et puis mangez des choses de qualité. Et je te garantis que si le matin, tu consommes des œufs bio dont tu as contrôlé la provenance, dont tu connais l'alimentation des poules dont ces œufs sont issus, si tu manges du saumon de qualité, si tu manges du fromage de chèvre le matin, si tu consommes du beurre de qualité, et là bien sûr, je parle de ceux qui n'ont pas de problème d'intolérance au lactose. Le midi, pareil, prends le temps de cuisiner. Si l'ergonomie de ton lieu de travail ne se prête pas à la cuisine, il n'y a pas d'endroit pour vraiment bien manger, il n'y a pas de resto à côté, ou si c'est trop cher, etc. Cuisine chez toi, fais-toi une petite lunchbox, tu mets du poulet grillé, un peu de riz, et tu verras que si tu cuisines toi-même tes aliments, ça te coûtera beaucoup moins cher et tu feras des économies, plutôt qu'aller dans la brasserie du coin, ça coûte une fortune, c'est pas forcément bon, et c'est pas forcément bien cuisiné avec des produits nobles, etc. Cuisine, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On n'a rien sans rien. À un moment, il faut que tu choisisses. Si tu me dis, ouais, j'ai pas le temps, je travaille beaucoup, change de boulot, démerde-toi, mais je te garantis que ce que t'économises aujourd'hui, tu vas le payer plus tard. Le manque de sommeil, la fatigue, le stress, un jour, tu vas le payer. Et j'ai toujours cru en ça. Si tu ne t'arrêtes pas, la vie t'arrêtera. Les gens qui ont des vies trop rapides, trop vite, trop stressantes, un jour la vie va t'arrêter. Tu vas te prendre un coup de massue, tu pourras pas te lever le matin, tu vas faire un burn-out, il va se passer quelque chose. Si tu ne sais pas t'arrêter, la vie t'arrêtera. Ça, j'en suis convaincu. Il y a plein de gens qui sont allés comme ça, all-in dans leur travail, je fais que ça. Il y a un matin, ils n'ont pas pu se lever. Tu sais pas pourquoi, tu comprends pas. Un matin, tu es dans ton lit, tu regardes le plafond, tu n'arrives pas à sortir. Et il faut pas que ça arrive, ce genre de choses. C'est bien de travailler, c'est bien d'être ambitieux, c'est bien d'être motivé. Je suis le premier à l'être. Mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est aussi gérer jusqu'où je peux aller. C'est ça que j'ai appris, en fait. J'ai appris à m'arrêter. Quand j'étais plus jeune, j'ai appris à démarrer. J'ai appris à créer des choses, à foncer, à construire des choses. Et avec l'âge, avec l'expérience, j'ai appris à m'arrêter. Aujourd'hui, je sais quand m'arrêter. Je sais dire non. Je sais quand ça va partir en couille et je m'arrête avant. L'ambition, c'est bien. Être motivé, c'est bien. Avoir de l'énergie, c'est bien. En vouloir, c'est bien. Mais savoir s'arrêter, c'est bien aussi.
Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, voilà ce que j'avais à dire au sujet de la protéine qui fait péter, au sujet de la whey. J'espère que vous aurez apprécié ce podcast. Je n'ai aucun doute que ça sera la guerre dans la section commentaires. Je pense que je vais déclencher une guerre nucléaire autour de l'alimentation, mais ça ouvrira peut-être le débat. C'est un peu l'objet, c'est un peu le but, c'est de bousculer les choses, de créer la réflexion et d'arriver petit à petit à un consensus. C'est un peu la façon dont je vois la pensée. Pour moi, penser, c'est bousculer des choses, c'est donner des coups de poing comme ça dans tous les sens, sans trop savoir où ça va. Tu vois, je tape comme ça, je tape dans le vide. je tape, j'énerve des gens. Il y a plein d'idées qui remontent, il y a plein d'avis contradictoires, des avis qui sont d'accord, des avis qui sont contre. Ça part dans tous les sens. Et à un moment, ça commence à se décanter. La poussière retombe. Et on arrive à tirer la substance du chaos. On arrive à tirer l'idée centrale, la moelle épinière, la colonne vertébrale, la substance de l'idée. En somme, ce qu'il faut retenir du chaos. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.